Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Carré Politique. La garde rapprochée de Patrice Talon compte désormais 22 membres et c'est Abdoulaye Biotchane qui va coordonner et conduire la campagne du duo Talon-Talata. Le sujet sera en discussion dans un instant. Et puis, un autre sujet resté jusque-là tabou, les forces de défense et de sécurité et la présidentielle. Ou dois-je dire, quel rôle joueront ces forces? Ce sera le deuxième sujet de cette émission et c'est le numéro 54. Dans la deuxième partie de cette émission, je vais recevoir le secrétaire général du Conseil national du patronat de l'audiovisuel, Fortuné Assogba, parlera des grandes recommandations de la table ronde des médias du Bénin. C'était les 19 et 20 février dernier. Félicien Fayon, bonjour. Oui, Jean-Rude, et bonjour à tous les internautes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste du quotidien Le Matinal. Merci. Alphonse Moïse Soudé, merci également d'être là. Bonjour. Bonjour à vous, Jean-Rude. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer par les notes de la semaine avec le premier sujet, l'équipe de campagne de Patrice Talon ou du duo Talon-Talata. Félicien Fayon, vous donnez 7. D'accord, on retient votre note. 7 également du côté de Alphonse Moïse Soudé. Vous êtes entendu ce matin, Félicien Fayon, qu'est-ce qu'on doit, d'abord de façon générale, retenir déjà quand on regarde un peu la composition de cette équipe? Ouais, quand on regarde la composition de cette équipe, on voit que toute la famille qui soutient le chef de l'État, c'est-à-dire la famille présidentielle, s'y retrouve. Vous allez voir les deux principaux partis qui soutiennent le chef d'État sont là, et bien en nombre un peu plus important qu'au niveau des autres. Le chef d'État est allé jusqu'à prendre en compte les partis, c'est-à-dire les partis alliés, donc de la mouvance présidentielle, notamment le PRD, l'UDBN, également Mouel. Il n'était pas obligé de le faire parce qu'en fait, c'est les partis qui le soutiennent et il aurait pu leur donner peut-être des moyens de façon indépendante. Est-ce que vous pensez déjà tout de suite que les voix de ces partis vont prédominer au sein de cette équipe? Bon, pas nécessairement, parce que ils sont venus accompagner et aider les autres, ils vont travailler ensemble. La preuve est qu'ils font 2-2. Et les autres, les grands partis font 4-4 par parti politique. Donc, c'est normal que leurs voix ne seront pas prédominantes, mais leurs voix compteront quand même. De toutes les façons, leurs voix compteront. Et donc, le fait de les avoir prises en compte, et puis, il a essayé d'équilibrer aussi en se faisant représenter lui, ainsi que la VP, et aussi c'est représenté, donc le duo est également représenté là, et on ne va pas oublier l'homme de tous les grands réseaux, M. Olivier Boucault, qui sera à cheval entre les comités techniques et le grand comité. On va revenir sur le rôle de chacun tout à l'heure, mais commençons déjà par rappeler que du côté du bloc républicain, il y a bien entendu Abdoulaye Biotchane, Robert Gbignan, André Okonlola et Barthélémy Kassa. Du côté de l'Union progressiste, on retrouve Pascal et René Koupaki, Mathurin Nago, Augustin Renouebla et Moura Sani. Alphonse Moïse Soudé, est-ce que nous devons dire déjà que là, nous sommes dans les coulisses de la victoire? Oui, vous savez que quand je vois un peu l'ossature de cette coordination, je vois que toutes les régions de mon pays sont représentées. Et vous avez là les vieux briscards de la politique, ceux qui sont déjà allés sur le terrain, ceux qui déjà connaissent le terrain, ceux qui ont montré leurs preuves. Donc, on a fait appel aux hommes de terrain. Parce que quand on parle de campagne électorale, c'est pas une question de bureau, c'est une question de terrain. C'est ceux qui maîtrisent le terrain, ceux qui ont amené les réseaux, parce que sur le terrain, ceux-là, c'est la coordination nationale. Donc, il faut qu'au niveau de chaque département, que chacun aille affûter ses armes. Donc, moi, je dis cette équipe est une équipe de combat. Déjà, on voit, c'est clair que moi, j'ai dit, n'en déplaise à certaines personnes, la victoire est déjà assurée. J'avais déjà dit sur un plateau que ça va donner un chaos retentissant. Parce que la force de la victoire est proportionnelle à l'adversaire que vous avez devant vous. On ne se lève pas un soir pour dire qu'on va battre celui qui était debout depuis l'aube. Alors, Alphonse semble être satisfait par rapport à la composition de l'équipe. Pour vous, qui est le grand absent? Grand absent de cette équipe, est-ce qu'il y en a vraiment? Est-ce qu'il y en a? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de grand absent parce que quand vous prenez l'Union progressiste, presque tous ceux qui représentent l'Union progressiste au sein du comité sont du Sud, en dehors de Sani, d'accord, qui certainement représente les deux grands Nord. Mais le bloc républicain, par contre, a ses représentants qui viennent pratiquement du Nord. Vous voyez un peu, c'est vrai que on ne le dit souvent pas, mais quand vous prenez les deux partis, vous voyez que l'Union progressiste, c'est vrai, a des représentants jusqu'au nord et a aussi des élus jusqu'au nord, mais est beaucoup plus assis au sud et au centre du pays. Le bloc républicain
c'est vrai, dirigé par quelqu'un du Nord, mais aussi a une prédominance au niveau donc, de certaines régions du Nord. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi les 4 représentants du bloc républicain sont presque tous originaires du Nord. Et maintenant, en dehors de ceux-là, on sait que au niveau du Sud, où c'est beaucoup plus dur, mais c'est pas facile à ce niveau. Il y a le PRD qui va apporter son grain quand même. Et il y a également l'UDBN et Moël Bénin qui, ces deux partis qui également joueront leur rôle. Enfin, il y a un maillage qui a été fait au point où tout le pays est quadrillé aujourd'hui et même si oui et même si les autres enfin notamment le parti les démocrates avaient pu dégager un candidat avec cette équipe là ça allait être vraiment ça n'allait pas être facile pour eux. Donc ce n'est pas que je suis sûr que c'est pas hier seulement que l'équipe a été mise en place, c'est que c'est un schéma qui existait depuis pour contrer toute force de l'adversaire qui viendra. Mais là maintenant c'est un chaos qui se dessine vraiment. Donc les deux grands partis qui soutiennent les actions du chef de l'État, les partis alliés, Félicien l'a rappelé tout à l'heure, 2 comités également. Comment est-ce que vous appréciez justement le rôle que jouera ou que joueront, je veux dire, ces 2 comités, et également comment est-ce que vous analysez les choix qui ont été faits au niveau de la communication? D'abord, je dirais qu'il y a un grand absent que Félicien n'a pas vu. Très bien, je vous ai pas... Bruno, c'est un grand absent. Tout le monde a été surpris de ne pas constater que Amoussou Bruno figure sur la liste. Amoussou, pour moi, c'est un grand absent. C'est le patriarche. De eux tous, le plus ancien homme politique, c'est Amoussou Bruno. On sait tellement que le chef de l'État a voulu qu'ils jouent les rôles de l'ombre, ce qu'on appelle généralement les spin doctors, c'est-à-dire que ceux qui construisent la victoire. Parce que Amoussou a capitalisé un certain nombre d'expériences. Mais on a préféré d'autres personnes parce que à son âge, il ne faut pas trop le bousculer. Mais je dis, quand je prends l'équipe technique, moi, il y a 2 choix qui ne me posent pas problème. À savoir, Wilfried Ngouedji, qui dirige la communication. Déjà, il doit figurer dans le starting block. Il y a Edouard Loko, qui a déjà participé à la campagne avec Boni Yahi, qui connaît quand même Patrice Talon, bien sûr. Avec Patrice Talon aussi, qui connaît les ficelles. En tant qu'ancien membre de la HAC, il a un peu la maîtrise des médias. Mais celui dont la présence maintenant, c'est le porte-parole du gouvernement. C'est le ministre de la Communication. Le ministre de la Communication, je ne sais pas si son rôle est réellement là. Je ne sais pas s'il entretient de bons rapports avec les médias. Moi, j'aurais aimé qu'on trouve les classiques des médias. Parce que là, je ne sais pas si avec la Covid-19, les gens ont la possibilité de descendre sur le terrain. Si la campagne doit être essentiellement médiatique, je crois qu'on aurait pu à la place du ministre. Le ministre peut jouer un rôle de l'ombre, mais on aurait pu choisir les spécialistes. Alors, le ministre Alain Orunla a souvent l'habitude de nous porter des informations au niveau, justement, des médias. Vous pensez que pendant toute cette période, il n'aura rien à faire, qu'il va chômer? Non, je dis, même s'il ne se retrouvait pas là, il pouvait jouer un rôle de l'ombre comme Amoussou Bruno, comme d'autres personnes. Je dis, les 2 autres ne me posent pas. Puisque généralement, il prend la parole, comment peut-il rester dans l'ombre, Félicien Fayon? Non, moi, je pense que le choix de Orunla est parfaitement justifié parce que d'abord il est porte-parole du gouvernement, donc il a pris cette habitude depuis 1 an et demi de restituer les décisions du gouvernement aux populations. Et ici également au niveau donc du comité de campagne, il s'agira aussi par moment, d'accord, de faire des sorties. Puis on a dit que la campagne pourrait être essentiellement médiatique, donc il serait quand même important d'avoir quelqu'un qui avait déjà l'habitude, qui a le verbe, parce que c'est un exercice qui n'est pas facile, qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Orunla a déjà l'expérience, il y a la facilité d'échanger avec les médias. Je pense que sa place au sein de ce comité est bel et bien justifiée. Et en tant que ministre de la communication et donc chargé aussi des relations avec les médias du service public, je pense que sa place pourrait être là. Je voudrais, si vous le permettez, aborder le volet concernant l'absence du président Amoussou dans le comité pour dire que moi, je ne vois pas le président Bruno Amoussou figurer dans le comité de campagne parce que, enfin, ce serait pour jouer quel rôle? Un rôle de coordonnateur, je ne pense pas. Mais par contre, le président Abdoulaye Biot Tchané peut bien le faire encore. Parce que quand vous prenez les deux personnalités, les âges ne sont pas les mêmes. Et puis, le président Bruno Amoussou qui a été tout ce que vous savez aujourd'hui n'a pas besoin, avec le staff qu'il a, n'a pas besoin vraiment de figurer dans le comité. Vous n'avez pas vu par exemple Djiko à la résidence, ça ne pose pas un problème. Vous n'avez pas vu par exemple Zinokwe Abraham, ça ne pose pas un problème. Vous n'avez pas vu Adrien Ngouedji, ça ne pose pas de problème. Et donc, je pense que c'est des gens qui vont gérer leurs équipes. C'est clair, les différents partis sont représentés, mais les leaders de ces partis politiques-là vont les gérer. L'UP doit être géré parce que l'UP
a une assise nationale, lui peut aussi doit quand même conduire sa campagne. Je vais apporter de l'eau à son moulin parce que vous avez semblé dire tout à l'heure que c'était un travail de terrain qui attend cette équipe de combat. Donc, il y a une petite contradiction puisque le président Benoît Hamoussou ne peut pas, à son âge aujourd'hui, se retrouver sur le terrain. On va poursuivre. Hamoussou Bruno, à la coordination, ça ne veut pas dire que lui va descendre sur le terrain. C'est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre. Même là, de sa position, ça va poser un problème. On a compris de toute façon et on va progresser dans le débat. C'est vrai que les hommes politiques se retrouvent en grand nombre au sein de cette équipe de campagne, mais le travail sera plus technique. De l'autre côté, on a rappelé tout à l'heure, quand vous avez parlé de la présence de Edouard Loko, de Wilfred Léandre Ngouedji et en même temps du ministre de la Communication, j'ai entendu le chef de l'État dire quelque part qu'il faut que l'équipe innove. Est-ce que l'innovation sera au rendez-vous? Je vais commencer par vous, Félicien Fayon. On va laisser de côté les hommes politiques et rester sur le technique. Est-ce que l'innovation sera au rendez-vous? Est-ce que cette campagne que s'apprête à mener Patrice Talon sera inoubliable? Je pense que ça va être peut-être la première en matière de campagne présidentielle, parce que ça va être la première fois que que prenait la décision, que confirmer la décision, que ça va être une campagne essentiellement médiatique. Il faudra vraiment innover pour pouvoir atteindre les populations. Parce que depuis 1990, c'est la première fois qu'on va faire une campagne où le candidat ne sera pas obligé d'aller vers les populations. Alors que par le passé, les candidats étaient amenés à aller dans toutes les contrées pour aller rencontrer les populations et échanger avec elles. Mais là, maintenant, il ne sera pas question à cause de la COVID-19. Et donc, l'équipe de communication aura le grand travail à faire, le grand boulot à faire, parce qu'il faudra d'abord vulgariser le projet de société du candidat. Et pour Patrice Talon principalement, il faudra d'abord présenter son bilan. Donc, sur le plan médiatique, il faut tout faire pour convaincre les populations par les médias, ce qui n'est pas facile parce que les médias ne couvrent pas forcément tout le pays, l'ensemble du territoire, et les pauvres populations, excusez le terme, qui votent beaucoup plus, qui votent essentiellement, sont des analphabètes et sont des analphabètes. Bon, et donc, en grande majorité. Il faudra vraiment trouver la formule pour les convaincre, la formule pour leur montrer que Patrice Talon est très proche d'elle. Il faudra également trouver la formule pour les convaincre, surtout parce que Patrice Talon a des challengers aujourd'hui dont les origines sont vraiment un peu vous prenez Djemba qui est de la Donga et qui est proche des populations là, et donc pour que Patrice Talon puisse vraiment convaincre et atteindre les cœurs des populations de la Donga à côté de Djemba, il faut un travail que ce comité technique là fasse vraiment pour le faire. Vous prenez Corentin Corré aussi qui n'est pas aussi impopulaire chez lui dans le Koufo, qui fera également un travail. Et donc il faudra que l'équipe chargée des médias au niveau du candidat Patrice Talon sache que c'est elle qui a le plus grand boulot. Est-ce que, j'ai envie de poser une question à double tranchant, est-ce que les hommes politiques pourraient jouer également un rôle sur ce côté technique que nous évoquons aujourd'hui, quand on sait déjà qu'il y a quelques mois, le chef de l'État lui-même était déjà en contact des populations et a échangé librement et a dit tout ce qu'il pouvait sur son bilan déjà qui faisait office de lancement pratiquement, je veux dire, tout ce qui a été dit, c'était pratiquement déjà une petite campagne. Il dit, le seul candidat qui a eu la chance de faire les 77 communes, c'est Patrice Talon. Aucun candidat n'aura plus la chance de faire les 77 communes. Donc, le chef de l'État est déjà allé en contact de toutes les populations de Bénin, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, forcément, depuis son retour au palais, il y a des gens qui ont continué les actions sur le terrain. Mais je dis du côté technique. Vous savez, il y aura, ne nous voilons pas la face, entre Ngouedji, ou Ngouedji et le ministre, il y aura des conflits d'attribution. Parce que nous sommes sur un terrain purement technique. Est-ce que le ministre a des armes en matière de communication? Parce que ça, c'est une... Qu'est-ce que vous appelez des armes en matière de communication? Si nous allons faire vous voulez dire que depuis que le ministre Alain Ouroula a été nommé, il fait mal son travail? Je ne vais pas dire qu'il fait mal son travail. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Il est porte-parole. Il rencontre des actions du gouvernement, je suis d'accord. Mais ici, en matière je parle de technique, il faut construire l'image du candidat. Il faut faire des spots politiques. Il y a des spécialistes en cette matière. J'ai dit sur un plateau, on ne s'improvise pas spécialiste de la communication politique. Oui, mais c'est toute une équipe derrière les trois que vous voyez, ce n'est pas forcément les trois qui font... Vous savez, parfois il faut se Ce que vous dites est quand même fragile. Au niveau de cette équipe-là, qui va coacher l'équipe? Qui sera à la tête de l'équipe? Est-ce que c'est... Théoriquement, on devait mettre à la tête de cette équipe. Alphonse Moïse Soulé, ce que vous dites est quand même fragile parce que vous ne demandez pas au ministre d'aller s'asseoir et d'écrire les messages qui seront mis sur les bancs, les bâches et les bancs. Est-ce que le ministre va accepter, pour moi, ça c'est ma lecture des choses, celui qui devait présider ce comité-là, c'est le directeur de la communication. C'est lui qui devait présider. Donc, est-ce que le ministre va accepter de travailler sous
le directeur de la communication. D'abord, je voudrais que vous compreniez que c'est un membre du gouvernement, d'accord? C'est un membre du gouvernement et donc sa proximité avec le chef d'État, vous savez déjà, c'est un collaborateur très proche du chef d'État. Je ne dis pas que Wilfried Léon-Goumbédi n'est pas aussi un collaborateur très proche du chef d'État, je ne l'ai pas dit. Mais quand on prend un ministre et un directeur de la communication, je crois que le ministre est beaucoup plus proche, d'accord, du chef d'État. Bien que le directeur de la communication fasse partie du cabinet du président de la République. Et donc, le ministre, dans ce comité-là, aura forcément son... Ça ne veut pas dire qu'il va s'imposer à l'équipe. Si Goumbédi et Edouard Loko retiennent quelque chose ensemble avec l'équipe pour dire, monsieur le ministre, allez maintenant sur le plateau, exposer, je pense qu'il le fera sans problème. Parce qu'il le fait déjà si bien qu'il le fera davantage vous posiez la question de savoir tout à l'heure qui prendra le lead de cette équipe, mais j'ai l'impression que tel que la liste de l'équipe a été libellée, c'est le ministre de la Communication qui va bel et bien coordonner les activités qui se feront dans le cadre de la communication de cette campagne électorale. Nous allons poursuivre ce débat. On a l'impression également, parce qu'il y a quelques jours, Patrice Talon a fait une descente au niveau de l'Union progressiste et quelques jours plus tard au niveau du bloc républicain. Et ce qu'on a retenu, c'est que cette campagne électorale va pratiquement laisser de côté les mouvements et les associations, je vais dire ça comme ça, politiques. Est-ce que le sort de ces mouvements est scellé avec ce qui s'annonce? Moi, je crois que je l'ai dit ailleurs, il faut être honnête. Il faut être honnête en reconnaissant que les mouvements ont leur rôle à jouer. Les mouvements ne sont pas inutiles sur le terrain. C'est vrai que, comme l'a dit le député Gérard Benonchi, il n'y a pas une charte des mouvements, il y a plutôt une charte des partis politiques. Toutefois, un mouvement est là pour faire passer juste un message. Un mouvement est là peut-être de façon ponctuelle. Alors, au sein des mouvements, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? On retrouve certaines personnes qui n'ont pas pu avoir leur place au niveau des partis politiques. Très rapidement. Vous savez qu'il y a des gens qui soutiennent le président Patrice Talon, mais qui ne sont ni de l'UP, ni du BN et des autres partis. Mais on ne peut pas empêcher ceux-là, par exemple, de mouiller les maillots, pendant la campagne électorale. Et donc, ces gens-là doivent agir. Deuxième chose, c'est que les partis politiques aujourd'hui, bien qu'il y a des structures au niveau donc de tous les villages et ainsi de suite, n'arrivent pas à animer, d'accord, la base comme cela se doit. Et vous avez vu que depuis quelques mois, par exemple, il n'y a que les mouvements, par exemple, qui suscitent les candidatures, la candidature de l'État. Il n'y a que les mouvements qui crient, qui font tout ce qu'il faut. Donc, on ne peut pas dire que les mouvements sont inutiles au point de demander leur disparition. On a toujours, avec ce problème qui est encore posé aujourd'hui, un souci avec la réforme du système partisan. Vous avez l'impression que c'est le cas aujourd'hui, Alphonse Maurice Oudé, parce que quand on repart 5 ans en arrière, on sait très bien que c'est grâce au mouvement politique que Patrice Talon est venu au pouvoir. 5 ans après, il est obligé aujourd'hui de dire à ces mouvements de se ranger derrière les partis politiques. Est-ce qu'on a toujours un problème avec la réforme? On a eu un problème avec, je vais vous dire. Très rapidement. Vous savez, ce sont les mouvements qui ont d'abord suscité la candidature de Patrice Talon avant que le BN vienne. Mais l'UP a suscité la candidature du président Talon après que le président eut décidé d'être candidat. Ce sont les mouvements qui ont occupé le terrain. Donc, ce serait difficile de faire partie des mouvements. Il y a des gens qui ne trouvent pas leur compte dans les partis politiques. Dans les partis politiques, ils sont étouffés. Il y a des opérateurs économiques qui ne veulent pas faire partie des partis politiques. Et ils sont des supporters fervents du chef de l'État. Donc, leur façon de soutenir l'action du chef de l'État, c'est de susciter des mouvements. Et je crois que ces mouvements vont disparaître au lendemain de l'élection. Il sera difficile aujourd'hui, parce que si on dit au mouvement d'intégrer les partis, quelle place va-t-on leur accorder dans les partis politiques? Ils vont jouer la seconde. Très bien. On va quitter ce sujet pour le second sujet, mais il y a Félicien Fayon qui semblait aborder un point également de la composition de cette liste tout à l'heure. C'est la présence de Olivier Boko, quelqu'un qu'on ne voit pas souvent, mais dont le nom apparaît cette fois-ci. Pourquoi? Ah oui, mais vous savez que, aujourd'hui, il n'est plus besoin de rappeler les relations entre Olivier Boko et le président Patrice Talon, c'est clair. Et donc, je comprends pourquoi dans le comité, il est dit que Olivier Boko sera à cheval entre les comités techniques et le grand groupe. Parce qu'évidemment, il faudrait que les comités techniques fonctionnent avec les moyens. Il faudrait également que le grand groupe, l'équipe de coordination de campagne fonctionne également avec des moyens. C'est dire que c'est clair qu'il soit l'œil personnel du chef de l'État. Olivier Boko a été saisi dans la catégorie des représentants du candidat. Olivier Boko, c'est le proche, très proche de Patrice Talon. Vous ne pas dire que c'est Patrice Talon lui-même. C'est l'œil de Patrice Talon. Le maillon essentiel, c'est Olivier Boko. C'est un homme de confiance du chef de l'État. Et c'est l'œil du chef de l'État. Quand on parle d'équipe technique, c'est là la vraie politique. Parce que le chef de l'État a mis son représentant personnel pour éviter qu'on lui fasse des enfants dans le dos. Donc, celui-là, il sera partout pour tout suivre de près. Parce que vous voyez, les gens profitent de la campagne électorale parfois pour dilapider les sous mis à disposition.
Donc, il y a, au-delà d'Olivier Bokor, il y a aussi la présence de Orden. C'est pas une présence innocente. C'est des gens qui sont très proches du chef de l'État, qui peuvent, eux ne peuvent pas trahir le chef de l'État, mais ils peuvent veiller sur les intérêts du chef de l'État. Très bien, on va maintenant progresser dans cette émission pour aborder le second sujet et passer également au vote. Dans une correspondance en date du 29, non pas du 29, le vendredi 19 février 2021, Soumaïla Yaya appelle les fonctionnaires de police à la retenue et au respect des règles professionnelles qui régissent leur corporation. Quand il s'agira bien évidemment de parler de la présidentielle de 2021, neutralité et impartialité pour les forces de défense et de sécurité. On va noter cette actualité. Félicien Faye, on va commencer par vous. Ouais. Combien donnez-vous à cette actualité? Moi, je donne la note 8 à cette actualité. 8, vous allez vous justifier tout à l'heure. Alphonse Maurice Soudé donne 7. Je vais commencer par vous, comme je l'ai fait tout à l'heure. Félicien Fayon, pourquoi 8? Oui, vous savez, le patron de la police républicaine a bien fait de passer cette consigne parce que quand il y a élection, vous savez, les policiers aussi, c'est des êtres humains comme nous, c'est des citoyens comme nous. Ils ressentent ce que nous ressentons, tel qu'il y a des gens parmi nous qui disent plutôt que ça ne va pas dans le pays, nous avons faim, tout ça. C'est comme ça que dans le rang aussi des policiers, il y en a qui le disent. Il y a de ces plaintes. Il y a de ces plaintes, il y en a aussi qui apprécient ce qui se fait. Et donc, par conséquent, l'homme étant ce qu'il est, il est parfois difficile pour certains de pouvoir faire dominer leur pulsion par le volet professionnel. Et donc, c'est toujours bien de leur rappeler en fait que eux, ils sont en mission et que eux, ils ne doivent pas laisser prédominer et sur ce qu'ils vont faire comme action leur impression personnelle. L'autre chose, c'est que ça rassure les populations. Parce que quand on dit élection, ah oui, il peut y avoir des contestations, il doit y avoir derrière de la contestation. Et quand il y a contestation, il peut avoir, on ne le prévoit pas, on ne le souhaite pas, de la violence, des soulèvements. Ce n'est pas un problème parce que les populations, pour protester, ont leur manière. Et donc, il n'y a que les forces de l'ordre qui arrivent à les maîtriser. Et si ces forces de l'ordre-là ne se rendent pas, ne se montrent pas, comment on appelle, enfin, ils s'affichent leur côté partisan, ça va être très compliqué. Et donc, ça rassure les populations que le patron de la police aujourd'hui a passé des consignes fermes. C'est-à-dire que lorsque nous allons peut-être commencer par manifester, pas que les fusils vont se retenir contre nous, mais les policiers sauront jouer le rôle qu'il faut pour nous calmer, pour nous maîtriser. Il en est de même pour ceux qui sont du côté du pouvoir. Ils savent que leur sécurité sera assurée pendant la période. Les forces de défense et de sécurité ont toujours assuré un rôle important quand on organise les élections. Pourquoi aujourd'hui il y a une cristallisation sur cette corporation? Pourquoi est-ce que ce sujet est au cœur des débats? Que vous souvenez que le 1er 2 mai 2019, on a dit que on avait des vidéos, on avait des policiers tirés à balles réelles sur les populations. Non, on n'avait pas vu, moi j'ai pas vu. Moi, il y a la vidéo que j'ai vue. On a vu des tenues militaires. Des tenues militaires, voilà, tirés à balles réelles sur les populations. Ce message, c'est, on appelle les gens à la conscience professionnelle. Parce que c'est vrai qu'au niveau des hommes en uniforme, ils ne sont pas toujours... En plus que dans la plupart des rapports qu'on a vus, on n'a même pas eu de rapport, il n'a jamais été dit... Moi, je n'ai pas vu d'homme Il n'a jamais été dit que c'était les militaires qui avaient tiré à balles réelles sur les populations. On ne sait pas qui avait tiré réellement. Rien de tel n'a été mobilisé. Il faudrait qu'on le rectifie sur ce plateau et que ça vienne de vous, Alphonse Maurice Soudé. Oui, on a vu la vidéo des hommes en uniforme. C'est vrai qu'il y avait eu des jets d'eau de la police, tout ça là. On a compris de toute façon ce que vous voulez dire. Maintenant, je dis aujourd'hui... dans le rang des hommes en uniforme, il y a forcément des mécontents qui pourraient éventuellement profiter de la situation pour régler des comptes. Donc, on les appelle à la conscience professionnelle. Ils sont là pour assurer la sécurité de tout le monde, que ce soit la sécurité des hommes politiques, que ce soit la sécurité des populations. Il va arriver des fois où les populations vont faire dans de la provocation. On les appelle à être patients. Vous semblez apprécier la teneur de ce message. Il y a quelques mois, quelques semaines, un acteur politique, là maintenant il faut le dire, un acteur politique, l'ancien président Boni Yayi, avait lancé également un appel aux forces de défense et de sécurité, notamment à l'armée. Tout le monde a crié à l'époque, tout le monde était indigné. En quoi est-ce que les deux messages sont différents? Je vais commencer par vous. Non, moi je pense que tout le monde avait déploré, je dis bien tout le monde, parce que je n'ai vu personne apprécier ce message de l'ancien chef d'État, le président Boni Yayi. Tout le monde avait décrié ce message-là, surtout la partie où il invitait l'armée à agir, mais non pas pour faire usage d'armes. Mais je dis, mais comment est-ce que l'armée peut agir? Est-ce que ce n'est pas sa manière à lui d'appeler également à l'impartialité? Non, je ne pense pas. Il a été chef suprême des armées, et lorsqu'il appelle l'armée à agir, ce n'est pas normal, parce que pour avoir fait 10 ans au pays, pour avoir côtoyé l'armée, pour avoir nommé des officiers, pour avoir fait des gens officiers supérieurs de l'armée, lorsqu'il lance cet appel, alors que peut-être des gens lui restent peut-être redevables,
les gens peuvent se tromper tout de suite et agir autrement. Et c'est d'ailleurs pourquoi ce message du directeur général de la police est très, très, très important pour rappeler aux gens qu'en fait, nous ne sommes pas là pour écouter des politiciens, nous ne sommes pas là pour satisfaire les besoins des politiciens, encore moins du régime et du gouvernement en place, mais nous sommes là pour jouer notre rôle. Nous sommes là pour préserver la sécurité et pour préserver également la paix. Nous sommes là pour défendre le Bénin, notre pays. Certes, c'est le gouvernement qui aujourd'hui les gère. Il y a un chef suprême des armées qui les gère, mais je ne pense pas que le chef suprême des armées leur demandera d'aller tirer sur la population. Sinon, qu'est-ce qu'il va diriger alors? Alors, on va finir par ça, hein, votre analyse, Alphonse Moïse Soulé, sur la teneur des deux messages. Et en même temps, il y a eu un autre message, celui du groupe national de contact de Amitié Touafo Diabo, toujours à l'endroit des forces de défense et de sécurité. L'avez-vous lu également? Et Oui, est-ce que les différents messages moi, ont la même teneur? l'appel de cet homme politique-là n'est pas le même que celui qu'on appelle celui du DG. L'armée, la police, elles sont républicaines. Quand on dit que vous êtes républicain, vous ne pouvez pas aller au-delà du rôle que la République vous attribue. Donc je crois que l'armée doit assurer la sécurité des uns et des autres. Ce n'est pas parce que vous avez à votre disposition des armes qu'il faut les manipuler à tout vent. Il y a des principes dans l'armée. Il y a des principes au niveau de la police. C'est d'assurer la sécurité. Il va arriver des moments où les gens vont faire entendre la provocation. Il faut faire preuve de maîtrise de soi. Parce que en ces périodes-là, il y a des gens toujours qui vont provoquer. Que ce soit par les discours, que par les comportements. Donc, on les appelle à la retenue. Dernière question, ce message sera intégré par les agents en uniforme? Je pense bien parce que chacun en allant donc dans l'armée, chacun en allant à la police républicaine s'est engagé pour servir l'État, pour servir le Bénin et non servir une seule personne. En tout cas, le chef de l'État, Patrice Talon, l'avait déjà dit, plus jamais ça. Donc, plus jamais ça. On a déjà accordé l'amnistie une fois. On ne l'accordera plus seconde fois. Donc il faut que chacun dans la République joue son rôle. Les institutions vont jouer leur rôle. Les hommes politiques vont jouer leur rôle. Les populations aussi vont jouer leur partition. Il faut que devant l'histoire, qu'on sache que chacun a joué sa partition. Très bien, merci Alphonse Moïse Soulé. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Félicien Fayon, merci également. Journaliste au quotidien Le Matinal. Ne partez pas, dans la seconde partie, je vais recevoir le secrétaire général du Conseil national du patronat de l'audiovisuel, Fortuné Asogba, parlera notamment des grandes recommandations de la table ronde des médias du Bénin. C'était les 19 et 20 février dernier. À tout de suite.